Le cœur de notre métier, c'est le documentaire. Pour retrouver toutes nos productions et accéder à nos contenus exclusifs, téléchargez d'urgence l'application Omerta. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube. Alors, j'ai tendance à me répéter, mais vous êtes chaque jour, quasiment chaque jour, on prend 1000 abonnés en ce moment, donc c'est assez conséquent. On est à 230 000, donc merci à tous pour cette fidélité. Merci de faire de la publicité autour de vous aussi pour la chaîne YouTube Omerta. Je rappelle à ceux qui viendraient d'arriver sur cette chaîne YouTube, aux anciens aussi qui ne l'auraient pas fait, qu'il y a aussi une application Omerta, une application qu'on télécharge sur smartphone, dans l'Apple Store, et une application qui vous permet de visionner le cœur de nos métiers, qui sont les documentaires. Alors récemment, on vous en a mis un certain nombre à disposition gratuitement pour vous remercier au moment où on a fêté les 200 000. On vous a mis celui sur l'Ukraine, tourné dans le Donbass au début de l'année, la ligne de feu, et également un autre sur les Gilets jaunes. Bientôt, on vous mettra en accès gratuit également notre documentaire tourné l'an dernier sur l'Afghanistan aux mains des talibans. Aujourd'hui, je reçois un invité dont vous avez l'habitude, que vous connaissez, certains d'entre vous, Jacques Beau. Merci beaucoup d'être ici. Merci aussi pour votre fidélité, Jacques. On s'est beaucoup vus depuis presque 3 ans de guerre en Ukraine, essentiellement, puisque vous êtes parmi les auteurs les plus prolifiques pendant cette guerre. Vous avez écrit pas loin, je crois, de 5 livres. 4 livres sur la question de l'Ukraine. Ouais. 4 livres et un autre sur Gaza, qu'on évoquera aussi tout à l'heure. Avec cette particularité, il faut quand même bien le reconnaître au point où on en est dans la guerre aujourd'hui, que vous avez eu raison bien souvent, pas tout le temps, mais personne n'est parfait. Presque tout le temps. Ah bon. Ah ouais, ouais. En Suisse, on peut dire qu'on a tout le temps raison. En France, on essaye toujours de dire... Bon, donc, bref, sur les grandes lignes de cette guerre et ce qui nous mène aujourd'hui là où on en est, effectivement, vous avez eu souvent raison avant les autres. Ça vous a évidemment posé des problèmes. Toujours un problème d'avoir raison et surtout d'avoir raison avant les autres. Donc, merci encore ici. Donc, on va faire aujourd'hui, on va commencer par un point justement sur cette guerre en Ukraine. Il y a eu pas mal de nouveautés cet été. Comme un peu partout dans le monde, on dit, coutume de dire, l'actualité n'a pas pris de vacances. J'espère que vous en avez pris un petit peu. Mais bon, on a tous beaucoup travaillé face à toutes ces infos incroyables qui sont venues. Et pour la guerre en Ukraine, il y en a eu beaucoup. Alors, je vais commencer par une question. Hier, Vladimir Poutine a déclaré, c'est je crois qu'une des premières fois où il le formule aussi clairement, que l'objectif premier des Russes dans cette guerre en Ukraine, c'était la conquête du Donbass. Ma première question, est-ce que vous le croyez ? Alors, je n'ai pas entendu ces mots exacts. Mais... C'est à peu près ce que dit l'AFP, c'est la traduction de l'AFP ce matin. Alors, objectif premier, voilà. L'objectif premier de l'intervention russe en Afghanistan, en Ukraine, était la démilitarisation et la dénazification de la menace sur les populations du Donbass. C'est-à-dire, en clair, c'était la destruction des forces qui menaçaient les populations du Donbass. Et ça, c'est un exercice qui a été effectué et qui, de fait, a été réalisé, je pourrais même dire, pratiquement 3 à 4 fois à ce stade. Pourquoi 3 à 4 fois ? Parce que l'armée ukrainienne a été... son équipement a été détruit pratiquement 3 fois. Je vous rappelle qu'en mai-juin 2022, Zelensky disait, à partir de ce moment-là, nous dépendons des Occidentaux pour notre équipement, parce que l'équipement de l'armée ukrainienne avait été en grande partie détruit. Et à partir de mai-juin 2022, les Occidentaux ont fourni des armes, souvent des vieilles armes datant de l'époque soviétique, d'ailleurs, qu'on avait récupérées dans les ex-pays de l'Est. Et à la fin 2022,
ces armes n'existaient plus pratiquement. Je crois d'ailleurs, pour l'anecdote, qu'il y avait des obus est-allemands qui dataient de l'époque, des obus allemands qui dataient de l'époque de l'Allemagne de l'Est et qui ne fonctionnaient pas très bien. Oui, il y a eu beaucoup qui avaient été cas livrés. comme ça qui avaient été livrés parce que, Les effectivement, stocks. c'était les vieux stocks avec les calibres 122, 152 mm Qui allaient utilisés sur par l'artillerie. les Russes, enfin les Soviétiques à l'époque et les Russes maintenant. Et les Ukrainiens par la voie de conséquence. Et fin 2022, Zaloujny déclare dans un article à l'Économiste, et ensuite il le répétera à Washington, nous n'avons plus d'armes, il nous faut maintenant des chars, il nous faut 300 à 500 chars pour pouvoir riposter. Donc c'est la troisième militarisation, si on veut, de l'armée ukrainienne. Et puis elle conduira à la contre-offensive de 2023. Et puis, là aussi, les équipements ont été détruits et depuis, vous avez Zelensky qui vient quémander les armes de nouveau parce qu'il n'en a plus assez, parce que ça a été détruit. Et quand on voit, d'ailleurs, par exemple, la défense aérienne, c'est le cas typique, où quand on regarde les documents qui avaient été fuités en avril 2023, chez les Américains avaient calculé qu'en mai 2023, les Ukrainiens n'auraient plus de défense aérienne. Et ils ont même fait une carte, d'ailleurs, que j'ai reproduite dans un de mes livres. Et on voit qu'effectivement, il n'y a plus de défense aérienne. Et il a fallu donc refournir une défense aérienne. Et ces derniers jours, Zelensky redemandait, parce qu'il n'en a plus. Et on voit les opérations menées par les forces aériennes russes à Koursk et dans le Donbass, qui se font sans pratiquement aucune défense aérienne, anti-aérienne ukrainienne. Donc, cette défense a été détruite une deuxième fois. Donc, on a eu une démilitarisation à plusieurs reprises de l'armée ukrainienne, et c'est la raison pour laquelle on a Volodymyr Zelensky qui vient demander aux Occidentaux en permanence des armes. Ce qui a valu des moqueries d'ailleurs, de tous les côtés d'ailleurs, y compris de ceux qui étaient pro-ukrainiens. Mais si on est honnête, on doit reconnaître que Zelensky a raison. Pourquoi ? Parce qu'en mars 2022, Boris Johnson lui a demandé de retirer sa proposition, vous savez, la proposition qui devait être signée avec les Russes, qui avait été négociée à Istanbul, en échange du soutien jusque nécessaire. Oui, donc il a demandé des armes légitimement. Donc, à ce moment-là, en mars 2022, Volodymyr Zelensky a, si vous voulez, échangé une possibilité de paix contre une aide jusque nécessaire de l'Occident. Le problème est aujourd'hui que l'Occident n'a plus les moyens de fournir l'aide qu'elle avait promis à Zelensky. Parce que tout simplement, on avait sous-estimé l'armée russe à cette époque-là, et on pensait que l'aide qu'on allait offrir à Zelensky, on était en 2022, et on pensait à cette époque-là, d'ailleurs en juillet 2022, Zelensky annonce la contre-offensive. Qui finalement sera repoussée à automne 2022, hiver 2022, 2023, printemps 2023, et qui se fera finalement en juin 2023. Mais c'est pratiquement une année pendant laquelle cette contre-offensive a été repoussée, parce que tout simplement, l'armée ukrainienne n'était pas prête et qu'elle devait avoir les armes occidentales. Alors, sur les armes occidentales, moi je voudrais que vous éclairiez, il faut répondre à une question que je me pose moi, depuis un petit moment. Vous venez de dire, l'Occident, les Américains n'ont plus les moyens. Quand on regarde le budget de la défense américain, on est à peu près autour de quasiment 900 milliards de dollars. Je regardais le nombre des bases américaines présentes dans le monde, c'est je crois 750. C'est une machine colossale, l'US Navy. Vous savez quelle est la première force aérienne au monde ? L'US Air Force. J'imagine que c'est les forces américaines. Quelle est la deuxième au monde ? L'US Navy. Oui, tout à donc, fait. donc voilà, ça en dit long sur cet armement. Pourquoi les Américains manquent-ils d'armement qu'ils pourraient donner aux Ukrainiens ? Je peux vous ajouter une autre statistique. Les forces armées américaines sont au 41e rang des pays qui émettent le plus de carbone. Oui. Donc, les ça veut forces dire que armées américaines. les forces armées américaines, uniquement les forces armées américaines.
Donc, c'est une entreprise absolument colossale qui coûte, du coup, énormément. Mais les Russes sont à 60, 70 millions, Oui, milliards, pardon, ça mais a eux, augmenté. oui, Mais effectivement, c'est beaucoup moins, mais eux restent sur leur territoire. c'est Ça vrai. coûte beaucoup moins cher. Hmm. Mais C'est derrière ma question, c'est est-ce que ça veut dire que les Américains n'ont pas vraiment l'intention que l'Ukraine gagne cette guerre? Alors, non, je pense que d'abord, les Américains, ils ont leurs propres problèmes de budget. À part ça, on parle des budgets qui sont visibles et il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Enfin, les Américains ont aussi, dans les forces armées, enfin, en parallèle aux forces armées, un contrôle budgétaire qui est assez sévère et qui constate chaque année un coulage absolument énorme. Donc, bon, quand on parle de milliards avec les États-Unis, il faut toujours se méfier un petit peu. Mais le fond de la question, je vois quel est le fond de la question. Le problème est que les États-Unis, d'abord, c'est une puissance essentiellement navale en quelque sorte. C'est une force de projection. Hmm. D'ailleurs, c'est pratiquement la seule armée du monde qui est organisée en zone géographique mondiale. Hmm. Vous avez le Southcom, Bien sûr. CENTCOM, etc. Afrique, Donc, vous avez, c'est la seule armée qui est organisée en fonction de zones géographiques du monde. Mhm. Il n'y a aucune autre armée comme ça. Vous avez des districts militaires en Russie, vous avez des zones militaires ou des régions militaires en France et ailleurs, mais c'est toujours sur le territoire national. Les États-Unis, eux, sont organisés et articulés sur le monde entier. Et ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que, effectivement, c'est une force de projection, ça coûte extrêmement cher. Grosso modo, si ma mémoire est bonne, en Irak, les Américains avaient ce qu'on appelle le tooth-to-tail ratio. C'est littéralement traduit, c'est le rapport des queues aux dents. Aux dents, ouais. Donc la queue, c'est la logistique et les dents, c'est la partie combat. Et ce rapport est de 10 hommes pour la logistique pour un combattant. Oui, c'est énorme. Et c'est même aller jusqu'à 11 à 1 à peu près. Alors ça dépend sans doute des périodes, etc. Mais ça montre que derrière chaque combattant, vous avez une masse de matériel. Et quand vous allez sur des bases américaines en opération, vous avez d'ailleurs pratiquement, les gens vivent. C'est Il des y a des villes. supermarchés, c'est des villes. Ouais, C'est des complètement. villes, littéralement. Ouais. Donc, c'est ça qui coûte cher. qui coûte extrêmement cher et qui donne l'illusion d'une puissance à peu près illimitée. Mais le problème est que les États-Unis, comme d'ailleurs la plupart des armées occidentales, depuis la fin de la guerre froide, eh bien, ont compris qu'ils n'allaient plus mener de guerre conventionnelle et par conséquent, ils ont, diminué leur capacité de production d'armes conventionnelles ou des armes utilisables dans un conflit conventionnel, qui sont des armes technologiquement extrêmement avancées, extrêmement coûteuses, comme le Patriot, etc. Or, ces armes, on les produit qu'au compte-gouttes, si vous me passez l'expression. Et puis, d'ailleurs, tout récemment, Zelensky est venu demander des missiles ATACMS. Et les Américains lui disent, mais on n'en produit plus. Oui, c'est vrai. Et on n'en a plus. Et c'est la même chose avec les Patriotes, que Zelensky, au début de cette année, Zelensky avait articulé le chiffre de 25 batteries. Une batterie de Patriotes, ça comprend des unités de feu, des unités de conduite, etc. C'est un système complexe en soi. Et si on mettait tout ça, si on mettait bout à bout le nombre de missiles qui auraient dû être dans ces 25, on arrivait à peu près à la totalité des missiles qui étaient disponibles dans l'OTAN. Ouais. Et donc, on voit bien que l'Ukraine a des besoins qui dépassent très largement les besoins qu'ont eu les Occidentaux jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afghanistan, un obusier comme le M777 qui a été envoyé à l'Ukraine, c'est un obusier de 155 mm. En Afghanistan, dans les grands moments, si je peux dire ça comme ça, les Américains tiraient 700 obus par jour. Là, Tandis que quand on va en Ukraine, eh bien, les Russes en tirent dans les grands moments de nouveau jusqu'à 7000 par jour. Ouais. N'est-ce pas? Et les Ukrainiens, s'ils veulent riposter à ça, ils devraient normalement tirer à grosso modo le même nombre. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle ces obusiers, pour prendre cet exemple, eh bien, ils s'usent beaucoup plus vite, ils sont faits pour être beaucoup plus précis, ils ont des canons qui sont usinés de manière beaucoup plus précise, etc. Mais du coup,
comme un fusil de précision. Ils deviennent beaucoup plus rapidement imprécis quand on les utilise trop abondamment. Et j'allais vous le dire, le canon César, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, exactement. Et les chiffres, j'avais mis des chiffres dans mon livre L'art de la guerre, mais vous avez l'usure des canons américains est absolument incroyable et les canons perdent très rapidement pratiquement toute leur précision. Du coup, ils ne sont pas en état de supporter des cadences de feu très importantes et la précision qui fait leur efficacité diminue très rapidement parce que le canon s'utilise plus vite que... Donc, on a des matériels qui ne sont pas conçus pour la production de masse, alors que, et c'est un peu la découverte ou la redécouverte de ce théâtre ukrainien, c'est qu'on est dans une guerre comme on avait connu, on pourrait presque dire la Deuxième Guerre mondiale, où finalement c'est la capacité industrielle qui est déterminante pour assurer une supériorité sur le terrain. Or, ces industries-là, on les a plus. Et ces industries-là, on les a plus. Et on n'a plus ces usines. On a fait... Parce que, on voyait les femmes américaines qui faisaient les obus, qui fabriquaient les avions. Durant 30 ans, on a fait des guerres de projection. Des guerres de projection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous essayez d'alléger votre logistique, vous essayez donc d'avoir des armes qui sont très performantes avec moins de munitions, typiquement. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé des armes comme le M777 ou le César, qui sont plus légères que ce qu'on produisait avant, qui sont beaucoup plus précises, qui utilisent moins de munitions parce qu'il s'agissait simplement de détruire un point d'appui de talibans, etc., dans une zone extrêmement précise, détectée et localisée, géolocalisée par un drone, et on tire un obus, un touché, terminé. Bien sûr. Mais c'est un modèle de guerre qu'on n'a pas du tout en Ukraine. Alors, autre point que nous avions développé lors d'un précédent entretien, la taille, la hauteur des véhicules blindés type OTAN, Max Pro, enfin la série des MRAP, les Strykers, les Cosaques, enfin tous ces véhicules, les Bradley. Je vous avais interviewé, je crois, au début de la fin de l'année dernière. J'ai pu constater les endroits, je me suis rendu sur le front entre Soledar et Bakhmout en janvier. J'ai pu constater des colonnes, effectivement, il n'y a pas photo, il y a 1 mètre facile. Quand vous comparez par rapport à un T-72, c'est carrément 1 mètre de haut en plus, donc ça se voit. Comme c'est relativement plat, souvent comme le relief, évidemment, c'est des armes qui ont été... c'est un défaut. C'est des véhicules qui ont été conçus pour la lutte anti-insurrectionnelle. Oui. Où vous devez être relativement haut sur pattes pour échapper aux mines et aux engins improvisés qui sont enterrés dans le sol, sur les routes, et pour protéger l'équipage. Et donc, vous avez généralement une caisse en V. Et très blindée là, très blindée, exactement. Et pas blindée là où il faudrait Alors, maintenant. elle est aussi blindée sur le côté, mais elle est surtout faite pour protéger contre les mines. C'est ce qu'il y avait en Afghanistan, etc. D'ailleurs, quand on voit les manuels, j'avais repris des manuels soviétiques, d'ailleurs, de la guerre en Afghanistan. Vous voyez que déjà en Afghanistan, c'est les engins improvisés enterrés dans les rues qui étaient la principale menace pour les soviétiques. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs développé davantage les BTR, les véhicules à roues, que les BMP qui sont à chenilles. Parce que quand vous avez une roue qui saute, vous pouvez continuer à rouler avec les 7 autres roues, alors qu'avec un BMP, quand la chenille est abîmée, vous avancez plus. Oui. Voilà, mais avec la Rasputitsa, aujourd'hui, et la boue en Ukraine, la chenille est indispensable et la roue ne fonctionne plus. On est dans un autre terrain. On n'est plus ou à une autre saison. Quoi. Exactement. Donc, de nouveau, c'est là où le matériel joue son rôle. Le matériel que nous avons envoyé aux Ukrainiens, typiquement les Léopard 2, et principalement, donc moi j'ai commandé en France ce serait un régiment, ensuite c'est un bataillon de Léopard 2, du même type que celui qui est en Ukraine. C'est des matériels qui ont été conçus pour le terrain centre-européen, d'Europe centrale. Et c'est-à-dire que c'est un matériel qui doit avoir un débattement en négatif et un débattement positif beaucoup plus grand parce que c'est très vallonné. Donc quand le char est en position comme ça en contrepente, son canon doit pouvoir tirer horizontalement. Par conséquent, il est plus haut
pour que son canon puisse avoir le débattement nécessaire. Ok. Et c'est pour ça que les chars Léopard, alors on n'est plus dans le MRAP qui est un matériel de contre-insurrection, on est vraiment dans les chars qui sont destinés au combat conventionnel, mais en Europe centrale. Ces chars sont beaucoup plus hauts afin de permettre un débattement plus grand. Or, le T-72, T-80, T-90 sont faits pour les terrains où se battent actuellement les Russes. C'est-à-dire un terrain beaucoup plus plat, de steppe, où il faut au contraire avoir des chars très ramassés, qui n'ont pas besoin d'avoir des armes, des canons qui aillent en dépression trop bas, puisque le terrain est plat. Et puis, le principal problème, c'est d'être... Le principal avantage, si vous voulez, c'est de ne pas être détecté trop vite. Non, bien sûr. D'ailleurs, le BMP, le BTR, les BTR-3, les derniers, pareil. Ils sont très profilés. Extrêmement plats. Ils sont presque une forme ovale. Exactement. Voilà. Quand vous regardez même les tout nouveaux chars, les Armata, etc. Exactement. C'est aussi des chars qui sont extrêmement ramassés. Alors nous, évidemment, on n'a pas pu s'adapter à ça, vu la temporalité. Donc on envoie aux Ukrainiens du matériel qui est moins adapté que ce dont les Russes disposent. Ça, c'est encore un désavantage. Alors tout ça, on pourrait en discuter pendant des heures, c'est absolument passionnant. Moi, je voudrais revenir sur ce qui semble se dessiner, c'est-à-dire qu'on va dans cette déclaration assez importante de Poutine ce matin, enfin hier, en marge du sommet de Vladivostok, le sommet économique de Vladivostok, qui a abordé beaucoup de points et il a réaffirmé que la Russie était prête à négocier, ce qui me laisse penser que l'offensive de Koursk est au point mort. Parce qu'il avait dit, compte tenu de l'offensive de Koursk, donc la pénétration des Ukrainiens sur le territoire russe, il n'est plus question de négociation. Là, il vient de redire qu'il était prêt à négocier. Donc on arrive dans une configuration où potentiellement l'Ukraine va perdre cette guerre. Ça veut dire quoi? Que derrière elle, les États-Unis vont perdre cette guerre, l'OTAN va perdre cette guerre. En gros, il n'y a pas d'autre issue. Enfin, je ne vois pas comment, quand on est américain aujourd'hui, quand on est président américain potentiel, que ce soit Trump ou Harris, commence-t-on un nouveau mandat en se disant finalement l'Ukraine c'est foutu? Alors, je pense que la question, alors, elle se pose évidemment pour les Américains, elle se pose, comme vous l'avez dit, pour les deux candidats à la présidence. Mais elle se pose, à mon avis, de manière encore plus accrue pour les Européens. Oui. Parce qu'en réalité, les Américains ont compris depuis longtemps que l'Ukraine était perdue. Puisque déjà en novembre 2022, les Américains ont commencé à pousser Zelensky à négocier en réalité. Ils ne voulaient pas négocier eux-mêmes parce que, évidemment... C'est la question de l'honneur. C'est la question, je ne veux pas perdre la face. Notez que c'est le même phénomène du côté de Zelensky aussi. Oui, bien sûr. Coup, mais lui, il a tendance à vouloir rester dans la guerre. Et puis, alors lui, il veut rester dans la guerre, bien entendu, probablement pour des raisons domestiques, enfin domestiques au sens anglais du terme, c'est-à-dire de politique intérieure. Et les Russes, eux, ont toujours été d'accord de négocier. Mais les Russes ont compris que négocier avec les Ukrainiens n'était pas une garantie de succès, puisqu'ils l'avaient fait à 2 reprises, même à 3 reprises, en fait. La première fois, ça a été le 25 février, à partir du 25 février. En Biélorussie, c'était ça? C'était à la frontière biélorusse, à Gomel. Puisque Zelensky avait téléphoné au ministre des Affaires étrangères suisse pour qu'il organise déjà une conférence de paix, le 25 février. Donc on est au lendemain du déclenchement de l'opération spéciale russe. Et cette négociation à Gomel a tourné court, notamment par l'élimination des négociateurs ukrainiens par les services secrets ukrainiens, comme l'a avoué lui-même, d'ailleurs, le général Boudanov, le chef du renseignement militaire. Et c'est les services de sécurité, donc le SBU, qui avait éliminé des négociateurs ukrainiens qui faisaient partie des renseignements militaires. Ah oui. C'est pour ça que Bourdanov, pour se venger, a dit ils ont été exécutés par le SBU. Donc c'est un peu la guerre interne, la guerre des services. Voilà. Comme chez nous. Et il l'a dit, oh non, c'est quand même un peu pire. Oui. Parce que... chez nous, on ne s'élimine pas, mais disons que... Pas vraiment. Et donc ça, il l'a avoué, c'était en janvier de l'année passée, sauf erreur. Et après ça, il y a eu le fameux épisode de mars 2022, que d'ailleurs,
j'ai relaté dans mon livre qui est paru en octobre 2022, donc bien avant qu'on en parle dans nos médias ici, puisque nous on a commencé à en parler qu'en février 2024. Mais les médias ukrainiens en avaient déjà parlé en avril 2022. Et c'est ce que je cite dans mon livre. Et d'ailleurs, en avril 2022, Ukrainska Pravda dit « Le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux ». En avril 2022. Bien sûr. Et on est bien avant toutes les déclarations qu'on a vues plus tard. Et puis, il y a eu une troisième tentative en août 2022 que tout le monde oublie, mais elle a bien existé. Sous l'égide d'Erdogan, il a voulu faire un sommet, organiser un sommet entre Zelensky et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine s'est fait un peu prier pour le faire, mais il a accepté de le faire. Et c'est Boris Johnson, une fois de plus, on est en août, fin août, mi-août 2022, Boris Johnson arrive de nouveau à Kiev pour dire « Stop, on ne veut pas de projet fumeux de paix » avec les Russes. Oui. Voilà. Donc, il y a 3 reprises, il y a eu ça. Donc, les Russes étaient prêts à négocier. Mais ils ont constaté que chaque fois qu'ils s'étaient engagés dans un processus de négociation, les Occidentaux étaient venus derrière pour annuler le truc. Donc, les Russes, Poutine a compris que s'il il y avait une négociation, elle devait être faite directement avec le bon Dieu et non pas avec ses saints. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est le problème. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, les Russes sont prêts à négocier. D'ailleurs, ils n'ont jamais vraiment varié de cette position. La seule chose, c'est que ce qui s'est passé au moment de l'attaque sur Koursk, c'est que la Russie a été un peu poussée par ses alliés des BRICS pour qu'il y ait une négociation. Ou plus exactement, on devrait dire, c'est le Zelensky qui a été poussé par les BRICS pour négocier avec la Russie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez la visite d'ailleurs de Modi. Exactement, à Kiev, pour demander à Zelensky de négocier. Et là, le message qu'a fait passer Poutine, c'est de dire ça ne sert à rien d'aller chez lui parce que nous, on ne parle pas avec lui. Voilà. C'est ça le message qui est passé par Poutine. Mais l'idée d'une négociation a toujours été présente dans la politique russe. Alors, quand on voit maintenant, d'ailleurs c'est intéressant de voir l'effet de l'offensive de Koursk, parce que quand on regarde les valeurs de popularité, alors là je vous donne les chiffres du 30 août, donc il y a quelques jours, et là on voit que la popularité de Vladimir Poutine est passée, qui était à 87% depuis grosso modo juin, elle est tombée à 85%. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être, on est peut-être dans la marge d'erreur, on reste quand même. Enfin, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une légère baisse malgré tout. Les baisses précédentes, elles avaient été lors du retrait des forces de Kharkov. L'est de Kharkiv et puis Kherson après. Il y a eu Kharkov, il y a eu Kharkov en septembre et Kherson en octobre. En octobre, oui. Et Kharkov, ça a été très mal vendu par la communication de l'état-major russe a été très mauvaise et la popularité de Vladimir Poutine a chuté, mais assez sensiblement à ce moment-là. Oui. Elle est très rapidement remontée, mais elle a chuté à ce moment-là, quand bien même il n'y a pas eu de perte russe à ce moment-là. Non, c'est du retrait de troupes en fait. C'est du retrait de troupes. Derrière la rivière Oskol. Anticipé, puisqu'ils ont amorcé le retrait une semaine avant que les Ukrainiens attaquent. Et ça a été la même chose à Kherson, mais à Kherson, ils ont mieux communiqué, ce qui fait que ça s'est traduit par une augmentation de popularité de Poutine. Mais à part ça, elle est restée à peu près stable et elle a diminué avec Koursk. Mais ce qui est intéressant, quand vous regardez l'opinion russe quant au besoin de négocier. Avant, en juin-juillet, l'opinion russe était à 58% pour des négociations. Et depuis Koursk, elle est tombée à 50%. Et le soutien à la continuation des opérations militaires, qui était, maintenant je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais qui était autour du 35-37%. Donc c'est le soutien aux opérations militaires par rapport à la négociation. Elle
elle a bondi, le soutien aux opérations militaires a bondi à 41%. Donc, l'effet de course sur la population a été, finalement, on pourrait traduire ça par... Alors, c'est peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, ça, je veux bien l'admettre, mais les chiffres tendent à indiquer que la population est plus radicale que Vladimir Poutine en ce qui concerne la situation. Oui. On a considéré que Poutine avait réagi trop mollement par rapport à l'intervention de Kursk et qu'il fallait être plus rigoureux avec l'Ukraine. C'est ce qu'on entend auprès du soldat de base. Voilà. C'est assez souvent... ça se traduit dans la popularité. Quand on voit le soutien à l'opération militaire spéciale, donc le soutien général à l'opération, on s'aperçoit qu'elle a augmenté depuis Kursk. Moi, je me souviens de discussions avec des soldats qui expliquaient que ce qui revenait assez souvent, c'est les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Oui. On était, je vous parle de ça, 1 an et demi déjà dans la guerre, mais eux pensaient, et certains à mon avis pensent toujours, que la Russie va aller plus loin. Ce qui me permet d'arriver à ma question. En regardant cette fameuse géographie du Donbass, ce qu'on voit, si on prend ce que vient de nous dire Poutine, il nous a parlé d'objectifs premiers. Alors d'abord, est-ce qu'il risque d'y avoir un autre objectif, un objectif second? On voit qu'actuellement, le front est extrêmement critique autour de la ville de Pokrovsk. C'est un véritable saillant qui a été alimenté par des problèmes de rotation d'unités. Enfin, vous connaissez ça par cœur. On ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais si vous voulez, il y a eu une progression manifeste, comme les Russes n'en avaient pas connu depuis de longs mois. Pokrovsk constitue une des citadelles ukrainiennes du Donbass, avec Sloviansk, Kramatorsk et au sud Vuhledar. Il semble quand même que toutes ces places sont à terme à risque. Si on observe la géographie du Donbass, ce que font quasiment jamais aucun observateur sur les plateaux de télévision que vous connaissez bien et que je regarde moi aussi avec consternation. Le Donbass, il y a beaucoup de collines. Il y a beaucoup de friches industrielles, il y a beaucoup de petits bourgs, il y a beaucoup de terrils, d'endroits sur lesquels on peut justement constituer entre les points en hauteur, les points plus bas, des véritables positions de défense. Après ces 4 villes dont je viens de vous parler, il n'y a plus rien, jusqu'au Dniepr. Qu'est-ce qui empêcherait les Russes d'aller plus loin une fois cet objectif premier identifié par Vladimir Poutine? Alors, l'objectif des Russes, c'est bien la destruction des forces, avant tout. Mais ils avancent progressivement. C'est d'ailleurs la stratégie qui a été décrite par le général Sourovikine en octobre 2022, où il a dit « Notre but, c'est de... il a utilisé le terme « broyer » la capacité militaire ukrainienne. C'est ce qu'il a fait avec sa ligne de défense. C'est ce qu'il a fait avec sa ligne de défense quand il était en défensive, mais c'est ce qu'ils font maintenant, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à Bakhmout à cette époque-là. Quand vous regardez la carte, vous voyez, vous avez comme très justement dit, le Donbass a une géographie très particulière en Ukraine parce que c'est un mélange de petits vallons et de zones industrielles. Vous vous rappelez que c'est le bassin industriel de l'Ukraine. Et par conséquent, il y a énormément d'entreprises, de zones qui sont facilement défendables d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien que l'on voit sur toute cette zone au centre de laquelle se trouve Bakhmout, par exemple, quand vous regardez toute la ligne, et ça s'étend jusqu'à Pokrovsk et Kramatorsk au nord, avec Slaviansk encore plus au nord. Et toute cette zone qui était en fait une sorte de ceinture qui se trouvait autour du Donbass, une ceinture défensive dont les points d'appui étaient constitués par les villes en réalité, puisque contrairement à la ligne Sourovikine qui était construite en rase campagne, si vous me passez l'expression, la défense ukrainienne est basée sur ces petites villes. Et maintenant, les Russes grignotent à l'intérieur de cette zone de défense et arrivent sur Pokrovsk et Kramatorsk, qui sont en fait des nœuds logistiques en réalité. Si vous regardez la carte, vous verrez que c'est Pokrovsk au sud et Kramatorsk au nord, sont des nœuds ferroviaires qui permettaient l'alimentation, l'arrivée des chars, etc., etc.
C'est d'ailleurs, Toute quand la vous regardez la logistique. carte, c'est amusant de voir que les lignes sont coupées le long de la ligne de défense. C'est à l'époque où Poroshenko avait voulu isoler le Donbass et avait donc coupé ces lignes. Bien sûr. Donc Pakrovsk et Kramatorsk sont les dernières lignes qui ne sont pas encore tellement défendues. Pakrovsk, et d'ailleurs on voit aujourd'hui que les Ukrainiens sont en train de construire pratiquement des défenses un peu improvisées. C'est ça, ils reculent en construisant les défenses. Exactement, c'est ça. Parce que tout le faiblesse. reste, tout ce qu'il y avait avant, Bien sûr, on était a vu, défendu. était défendu. Bien sûr. Severodonetsk, etc. C'était Oui. une zone qui était complètement Advivka, fortifiée. une Exactement. grande forteresse qu'à l'ouest de Donetsk. Exactement. Maintenant, les Russes sont en train de sortir de la zone fortifiée. Pakrovsk reste une de ces grandes villes qui va sans doute être fortifiée, mais une fois que cette ville sera passée, effectivement, on arrive dans les plaines jusqu'au Dniepr. Et alors? Et là, la vraie question, et c'est là qu'est le problème, parce que, et je ne pense même pas que les Russes ont la réponse à ça, parce que la question pour les Russes est la suivante. Que se passe-t-il si les Ukrainiens refusent de négocier? Jusqu'au Dniepr, il n'y a pas de problème, parce que c'est une zone qui est essentiellement, enfin pas essentiellement, mais qui est assez largement russophone, où la plupart des pro-ukrainiens ont déjà quitté. Par conséquent, dans cette zone, les Russes devraient arriver à vivre, si vous me passez l'expression. C'est aussi les meilleures terres agricoles. C'est aussi les meilleures terres, mais maintenant je parle d'un point de vue strictement militaire, c'est les terres où les Russes auront le moins de problèmes parce que c'est là où se trouve la population qui leur est le plus favorable, si vous passez l'expression. D'ailleurs, si vous regardez la carte des protestations qu'il y a eu après le 23 février 2014, c'est-à-dire le moment où le nouveau gouvernement a aboli la loi sur les langues officielles, eh bien, elle suit la ligne du Dniepr. Donc, actuellement, si les Russes avancent jusqu'au Dniepr, il n'y a pas de problème. Mais si l'Ukraine refuse de négocier, est-ce qu'il faut continuer à avancer, admettre que l'Ukraine reste un État diminué, mais un État réel? Le but des Russes, au-delà d'avoir démilitarisé factuellement la région du Donbass, c'est aussi cette démilitarisation de l'Ukraine, ou plutôt neutralisation de l'Ukraine qu'ils souhaiteraient. Mais si cette Ukraine persévère dans sa position, est-ce que la Russie doit continuer jusqu'à Lvov, ce qui est très peu probable parce que les Russes n'ont pas envie de se lancer dans une guerre prolongée à l'ouest du Dniepr. Et donc la question est ouverte en ce moment. Et c'est intéressant de voir qu'en Europe, la question n'a pas vraiment été soulevée, mais elle commence à être très nettement soulevée aux États-Unis. Et certains se demandent même si les Russes ont vraiment à ce stade un plan pour ça. Je ne suis pas sûr que les Russes sachent exactement ce qu'ils veulent faire au-delà de la ligne du Dniepr. Les risques d'escalade, on le note assez fréquemment, existent toujours. On a parlé tout à l'heure des attaques MS et de ces négociations pour avoir des missiles longue portée par Zelensky. Il y a encore des discussions au sujet de ces missiles. Qu'est-ce que vous en pensez de ces discussions? Pourquoi les Américains, quel est leur intérêt de continuer à laisser miroiter que ces armes pourraient être utilisées? Parce qu'elles donneraient effectivement aux Ukrainiens la possibilité de détruire des champs d'aviation dans la profondeur, des usines, etc. Alors, je sais qu'il y a des discussions sur la fourniture de nouveaux systèmes de missiles, etc. Ou plutôt, il y a des rumeurs sur ces questions. Je pense que les Américains ont compris que ce conflit menait nulle part. Et d'ailleurs, on a relevé que l'offensive sur Koursk, et plusieurs médias américains l'ont relevé, s'est fait, et je crois que c'est le Washington Post qui même a affirmé ça, peut-être je me trompe, mais il me semble bien que c'est le Washington Post ou Wall Street Journal, et qui a déclaré qu'en poussant sur Koursk, les Ukrainiens avaient franchi à la fois la ligne rouge de Moscou et la ligne rouge de Washington. Ça veut dire que les Américains n'étaient pas du tout prêts pour faire ce genre de choses et n'approuvaient pas du tout cette idée. Ils ne veulent pas que ce conflit se prolonge de cette manière-là. Les Américains souhaiteraient que le conflit se prolonge un peu à la coréenne, c'est-à-dire qu'on ne lui trouve pas de solution définitive. Une zone démilitarisée. Une zone démilitarisée et voilà. On gèle tout.
On gèle tout. Et c'est ça, dans ce sens-là, les Américains voudraient que le conflit se prolonge. Mais ils ne voudraient pas qu'il se prolonge physiquement par des opérations qui iraient jusqu'en Russie. D'ailleurs, les Russes ont été très clairs à cet égard, spécialement en février de cette année, lorsque les Britanniques ont déclaré aux Ukrainiens qu'ils avaient l'autorisation d'utiliser les armes britanniques dans la profondeur du territoire Donc, des russe. Storm Shadow. Et là, le Storm Shadow, exactement. Et là, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a été convoqué aux affaires étrangères à Moscou. Et là, on a dit très clairement que si les armes britanniques étaient utilisées contre des objectifs situés dans la profondeur du territoire russe, la Russie tiendrait la Grande-Bretagne pour responsable de ça et se réservait le droit d'attaquer des objectifs britanniques où qu'ils soient. Oui. Et c'est probablement pour cette raison, d'ailleurs, que les Américains ont déclaré un droit de veto sur l'usage des Storm Shadow britanniques, parce que les Storm Shadow britanniques, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les Scalp français, utilisent des composants américains. D'accord. Et en vertu du droit d'usage final des armes, les Américains, comme vous savez, aiment bien étendre leurs droits au-delà de leurs frontières, les Américains ont mis à profit ce droit pour dire aux Britanniques, vous n'avez pas l'autorisation de donner à l'Ukraine l'autorisation d'utiliser ces armes. Donc les Américains ne veulent pas d'une aggravation du conflit. Les histoires concernant une éventuelle escalade nucléaire, tout ça, à mon avis, n'ont absolument aucune substance à ce stade, ni du côté des Russes, ni du côté des Américains, et je ne pense même pas du côté des Ukrainiens. Même si les Ukrainiens souhaiteraient que des pays de l'OTAN soient impliqués dans le conflit. Non pas parce qu'ils voudraient qu'on en arrive au stade nucléaire, mais surtout parce que ça leur permettrait de compenser leurs propres déficits en troupes et en matériel. Mais quand on parle de l'implication des pays occidentaux, je le rappelle, les Ukrainiens pensent plutôt aux accords bilatéraux qui ont été signés qu'à l'OTAN, parce qu'ils savent que l'OTAN n'interviendra pas, en tant qu'OTAN. C'est pour ça que Emmanuel Macron, en termes de ces accords bilatéraux, avait envisagé la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Tout à fait. Voilà. Notez que ce qui est intéressant de constater, c'est que d'autres pays avaient évoqué. En ce moment, il n'en parle idée, plus, il a d'autres soucis. Mais plus personne n'en parle aujourd'hui. Alors Macron, il a évidemment des problèmes à la maison, mais plus personne n'en parle de ça d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde s'est aperçu que la rhétorique, c'est une chose, la réalité en est une autre, et il y a encore l'Union européenne qui fait encore des effets de manche, mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont compris que ça ne servait pas à grand-chose de s'impliquer davantage dans le conflit. Alors, il me reste deux questions. Malheureusement, le temps file. J'en ai une sur les élections américaines. Alors, toujours, Vladimir Poutine a dit ce matin qu'il préférerait une victoire de Kamala Harris, en expliquant qu'avant, ils auraient préféré Biden. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie pour aider Trump à gagner ? Non. Je pense, et d'ailleurs ils ont dit pourquoi. Et à l'époque, quand on avait demandé à Vladimir Poutine, il avait dit effectivement Biden, je me rappelle de cette interview, il avait répondu en souriant. Mais ça peut se comprendre. Parce que Biden est d'une certaine manière, si on prend son angle de stratège, Biden est prévisible. Trump ne l'est pas. C'est ce qu'ont dit les Russes. C'est exactement ce qu'ont dit les Russes d'ailleurs. C'est exactement ça. Trump n'est pas prévisible. Si Trump décide, et comme beaucoup le disent, et comme il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il fera cesser le conflit en 24 heures ou une semaine, enfin peu importe, il le fera non pas parce qu'il veut des meilleures relations avec la Russie, etc., mais tout simplement pour des raisons... C'est des raisons presque transactionnelles. C'est-à-dire qu'il va se dire, non, ça ne vaut pas la peine de dépenser de l'argent pour un conflit qui est fini, je préfère me concentrer sur la Chine ou ailleurs, et donc
on met de l'argent là où ça vaut la peine d'en mettre. Toujours le cordon de la bourse avec Trump. Hein. Avec Trump, on est il vient du business. Bien Donc, sûr. c'est très logique que ce soit comme ça, mais ce n'est pas ni par amour de la Russie, ni par souci de bonnes relations internationales, parce Pragmatisme. qu'il est suffisamment imbu de lui-même pour penser que les bonnes relations avec les gens, il les aura, qu'il fasse la guerre ou pas. Oui. Rappelez-vous, il avait essayé avec la Corée du Nord. En fait, c'est l'État profond, c'est John Bolton. Bien sûr. Et Qui, lui, aujourd'hui, est Pompeo. ardemment contre lui. Voilà. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était lorsque Trump avait voulu se rapprocher de la Corée du Nord, ce qui était en soi pas une mauvaise idée. C'est Pompeo, Mike Pompeo, qui était à l'époque chef de la CIA, et John Bolton, qui est son conseiller à la sécurité nationale, qui sont intervenus pour que ça ne fonctionne pas. En fait, ils ont tout fait pour que Trump ne puisse Bien pas sûr. réaliser ça. Et Trump, je pense qu'il n'a pas, c'est pas un pacifiste, mais c'est quelqu'un qui est pragmatique. Il veut mettre son argent là où ça lui rapporte. Voilà. Je crois qu'il faut peut-être voir les choses comme ça. Dernière question, Jacques. On arrive sur Gaza. Malheureusement, une seule question, il y aurait beaucoup à dire. Dans le conflit, on semble être arrivé au bout d'une logique avec chez le Hamas et chez Netanyahou. Le premier, le Hamas cherche à survivre au conflit. Le second fait tout pour éliminer le premier. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, une négociation qui est appelée de ses voeux par la communauté internationale, par les Américains, Anthony Blinken en était à son 8e voyage dans la région depuis le 7 octobre, est-ce que vous pensez qu'une négociation peut aboutir ? Là, je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'Israël n'a pas eu le succès escompté. D'ailleurs, il y a un très intéressant article CNN qui a été fait ces derniers jours sur la situation à Gaza et qui montre que en 10 mois de guerre, les Israéliens n'ont réussi qu'à rendre 3 bataillons sur les 24 que compterait Al-Qassam, donc c'est des Katiba. Ouais. 3 sur ces 24 ont été rendus combat ineffective, Ouais. donc inefficace au combat ou inapte au combat, pardon. Alors il y a aussi des bataillons qui ont été fortement endommagés, etc. Mais ce qui veut dire que, en gros, pour autant de mois de guerre, de civils tués, de destruction, eh bien, on arrive à une réduction de 10% tout au plus des capacités du Hamas. Et récemment, d'ailleurs, le porte-parole des forces de défense israéliennes disait qu'il n'arriverait pas à défaire le Hamas. Vous parlez de Yoav Gallant ? Non, je parlais du porte-parole, des forces aériennes, Hagari peut-être, peut-être je me trompe. C'est lui qui avait déclaré ça. Et c'est probablement la réalité. Enfin, je pense que ces gens ont raison. Ils ont sous-estimé la capacité combative du Hamas. Ils ont surévalué leur propre capacité à s'engager dans un conflit de type de guérilla dans une zone qu'ils connaissent relativement mal et qu'ils connaissent d'autant plus mal qu'en l'ayant détruite, ils en ont changé la géographie. Et que par conséquent, ils ont donné l'avantage au Hamas d'une certaine manière. Qui lui avait reconstruit le terreau immobilier. Qui lui avait, d'abord il a fait un champ de bataille souterrain qu'il exploite et qui lui permet de surgir à n'importe quel point. Et de continuer à balancer des roquettes et des missiles sur le territoire. À tirer déjà au début. Et de garder les otages. Et de garder ce qu'on pourrait plutôt appeler prisonniers de guerre en réalité, techniquement parlant. Les otages ont été restitués, c'est les civils. Ceux qui sont là sont des militaires. C'est des gens qui ont été pris lorsqu'ils défendaient. Il y a quand même encore des civils. Il y a quand même encore des enfants. Alors, il y a un bébé qui a 1 an. Il y a quand même... Il reste des civils, mais vous avez raison, il y a des militaires. C'est les militaires surtout. C'est les militaires surtout. Mais bref, on va pas chipoter sur les termes. Ces prisonniers devaient être la garantie d'une reprise de négociation. C'est pour ça qu'ils ont été pris, en fait, dès le début. C'était l'idée de revenir à la table de négociation, puisque Israël avait avait quitté la table des négociations sur la question des libérations de prisonniers palestiniens, qui avaient eu lieu. Ces négociations avaient eu lieu déjà en 2022. N'est-ce pas, fin 2022. Et c'est la raison
cette rupture des négociations a fait que le Hamas, et pas seulement le Hamas, on parle du Hamas toujours, mais en réalité on devrait parler des organisations palestiniennes, Djihad islamique. le 7 octobre a été mené par une vingtaine d'organisations palestiniennes, dont le Hamas est la plus importante, c'est vrai. Mais il y a quand même une vingtaine d'organisations palestiniennes qui étaient partie prenante dans cette négociation sur la libération des prisonniers. Et je vous rappelle qu'Israël continue à détenir des prisonniers sans charge, y compris les enfants, sans aucune charge, donc qui répondent à la définition d'otages, eux aussi. Je sais pas, quand on met tout en perspective, on s'aperçoit que le Hamas a probablement disons, enfreint le droit de la guerre en prenant des civils, etc. C'est tout à fait correct. Mais d'un autre côté, ils l'ont fait aussi... Et en torturant et en violant pression. les femmes et en se comportant quand même dans les kibboutz du sud d'Israël de façon absolument ignoble. Alors, bon, de nouveau, si on regarde les enquêtes qui ont été faites en Israël même, on s'aperçoit qu'il faut relativiser ça. La question des viols massifs, et probablement qu'il y a eu des viols, c'est possible, je n'en sais rien. Mais les viols massifs, ça, il n'y en a pas eu, et même les Nations Unies l'ont déclaré. Donc, on est dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus, beaucoup moins net que ce qui apparaît dans nos médias. Qu'il y ait eu des crimes de guerre, qu'il y ait eu des civils tués, etc. C'est certainement le cas, mais probablement pas les 1200 qu'on leur attribue, puisqu'on sait, par le journal d'ailleurs Idiot Ahronot, qui a fait une enquête sur le déroulement du 7 octobre, et ils sont aperçus que le vrai problème du 7 octobre, c'est qu'il y a eu l'absence totale de conduite israélienne à ce moment-là, et qu'on a commencé à tirer dans le tas, parce que tout simplement, on n'avait plus les moyens de choisir sur quelle cible tirer, et qu'on a donné feu libre aux pilotes d'hélicoptères pour tirer sur tout le monde. Enfin, Yahya Sinwar est quand même sous le coup d'une arrestation de la Cour pénale internationale pour crime de guerre. Oui, tout à fait. Délivrée, donc, qui n'a peut-être pas été encore délivrée, puisqu'il y en a une aussi pour Netanyahou et Galante et un certain nombre d'autres chefs. Donc il y a quand même cette réalité. Non, mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de choses contre lui. Mais ça, il y a. Mais vous voyez, il y en a aussi contre Netanyahou, ça ne se fait quand même pas. Et les crimes de Netanyahou sont avérés. Ceux de Yahya Sinwar, il y en a certains que l'on peut supposer. Le problème qu'il y a, voyez-vous, c'est que pour déterminer s'il y a un crime, il doit pouvoir y avoir une enquête internationale. Et c'est ça qui déterminera, en fin de compte, si vraiment les crimes dont on accuse le Hamas sont effectifs ou pas. Or, les tentatives des Nations Unies pour venir faire des enquêtes sur place ont été finalement empêchées par Israël même, par le gouvernement israélien. Ça a d'ailleurs été déclaré par les représentants des droits humains des Nations Unies, qui a dit c'est le gouvernement israélien qui nous empêche de faire l'enquête sur le 7 octobre. Donc là, il y a un problème. Moi, de nouveau, je n'étais pas sur place. J'admets très volontiers qu'il y ait eu des crimes. Je n'ai pas de parti pris. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'en ai absolument pas. Ce qui déterminera, c'est une enquête. Mais alors, il faut que cette enquête puisse se dérouler. Quand un pays empêche de faire une enquête, ça veut dire, pour moi, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, ensuite de ça, une fois qu'on a... Vous voyez bien avec la question de la Cour pénale internationale, où, en l'espace de quelques mois, on accuse Vladimir Poutine d'avoir finalement mis en sécurité les enfants, parce que c'est ce qui s'est passé. Il a pris du Donbass pour les mettre en sécurité. Et là, on a des crimes qui sont du coup avérés, parce que les crimes... Alors, je ne parle pas du crime de génocide, puisque ça, ce n'est pas avéré, n'est-ce pas? Il y a la Cour internationale de justice n'a pas statué sur cette situation. En revanche, il y a des crimes de guerre, ceux-là sont avérés. Et là, même là, on n'est pas capable, pour quelque chose qui est avéré, d'émettre un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt pour Poutine concerne les enfants. C'est ça. Il ne concerne pas les crimes de guerre. Il concerne des enfants, qui est considéré comme un crime de guerre. Déportation d'enfants. La déportation d'enfants. Voilà. Et que d'ailleurs des journalistes américains ont découvert, sont allés voir en Russie et qui vivent dans des hôtels, etc. Imaginons des négociations se passent, la guerre de Gaza s'arrête, Netanyahou va être entendu devant la Knesset, notamment en raison des dysfonctionnements sur le système de surveillance de la bande de Gaza au moment du 7 octobre,
la lenteur de l'intervention de Tsahal dans les kibboutz, à Sderot, à Ashkelon et dans le sud où les gens sont restés pendant des heures à la merci des militants du Hamas. Vous faites confiance en la société israélienne? En général, elle a des jugements assez impartials. C'est un peu comme aux États-Unis. On juge. Netanyahou lui-même était jugé déjà Alors, pour corruption. je ne sais pas si... Je ne peux pas juger ça, c'est un événement futur. Ce que je sais, c'est que l'armée israélienne a commencé à enquêter sur le 7 octobre pour voir les dysfonctionnements qu'il y avait eu. Donc l'armée israélienne, elle, a conscience des dysfonctionnements qui ont eu lieu. Et on remarque d'ailleurs que quand on a parlé, par exemple, des bébés décapités, c'est l'armée israélienne qui a démenti ça. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est l'armée israélienne qui a démenti qu'il y avait eu des bébés décapités. Et il y a beaucoup de crimes comme ça. Quand on vous parle des crimes de masse, par exemple, la police israélienne dit on a beaucoup de témoignages, mais on n'a pas de victimes. C'est la police israélienne qui le dit. Et c'est pour ça que je veux bien croire qu'il y en ait. Mais à ce moment-là, il faut faire des enquêtes, autoriser les enquêtes internationales et les faire honnêtement. Moi, j'ai pas de parti pris sur cette question. La police israélienne, et ça a été repris dans la presse israélienne, comme j'ai parlé de Idiot Ahronot, qui a fait cette enquête, une très complète enquête à la fin de l'année passée sur le 7 octobre. Vous avez eu au début de cette année, c'est décembre, début de cette année, l'histoire des viols de masse, qui est tout d'un coup apparu d'ailleurs, qui est apparu très tardivement dans le narratif. Et puis, la police israélienne est restée beaucoup plus mesurée que ce qu'ont dit les politiciens. La même chose que pour les bébés décapités. Et il y a une enquête du New York Times qui a été débunkée. Il y a même eu des excuses qui ont été faites parce qu'effectivement, on avait basé un article sur un seul témoignage et qui était en même faux, où la famille de la principale personne qu'on avait citée comme témoin, si vous voulez, de ce viol de masse, la famille même a dit « mais notre fille n'a jamais été violée ». Donc, on s'aperçoit, quand on commence à démonter les choses, que moi, je veux bien admettre que le Hamas, en s'attaquant à des personnes civiles, a commis des crimes de guerre ce jour-là, et que l'étendue de ces crimes doit être déterminée par une enquête, comme d'ailleurs dans n'importe quelle enquête criminelle, comme dans ni plus ni moins. Ça doit être fait comme ça. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à en faire des éléments de politique. Ça devient un narratif politique. Et enfin, les GoPro et les caméras des membres du Hamas tués ensuite par Tsahal, qui ont été visionnés par, moi j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais par un certain nombre de journalistes, montrent ces crimes. Non. Il y a un journaliste britannique, vous pouvez le voir sur YouTube, qui a visionné ça, puisque le gouvernement israélien a distribué ces vidéos, il les a reproduites et les a distribuées à presque une bonne partie des délégations occidentales, délégations diplomatiques. Et un certain nombre de journalistes ont été invités à voir ces projections. Ils ont été sélectionnés, et en Grande-Bretagne, il y a un journaliste, son nom ne me vient pas en tête, mais je pourrais vous le donner, et je le cite d'ailleurs dans mon livre, il a vu ce film. Et à l'issue de ce visionnage, il a dit, on voit des gens tirés, mais on ne voit pas de gens décapités, on ne voit pas de gens tués, on ne voit pas... Il démonte à peu près tout le narratif. Il voit bien qu'il y a des gens qui tirent, il voit des gens qui sont armés et qui tirent. Mais on ne voit pas sur qui, on ne voit pas de gens qui meurent, on ne voit pas, etc., etc. Alors, de nouveau, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Lui, il a vu le film. Moi, il me semble avoir vu des collègues me parler d'images absolument abominables, mais les images sont probablement abominables, mais sur lesquelles le crime est caractérisé. Enfin, j'ai un certain nombre de confrères qui les ont vus et pour eux, il n'y a pas de doute. Moi, je ne peux pas dire que je ne les ai pas vus. Moi, je me réfère à ce que ce journaliste a vu, qui est un journaliste qui était connu auparavant pour des positions très pro-israélienne et qui a manifestement changé de perspective après tout ce qui a été raconté au 7 octobre. Et lui, il a vu ces images. Donc, moi, je me réfère à lui. Il a, disons, les éléments qu'il apporte
semble confirmé par d'autres journalistes qui ont aussi témoigné sur ces choses-là, et qui montre qu'il y a tous les crimes qu'on a, par exemple les viols, etc. Tout ça, on n'en voit pas. Il y a aussi des témoignages d'otages libérés qui ont évoqué de jeunes filles qui ont raconté avoir été violées par plusieurs membres du Hamas. C'est là où la police israélienne vient, où elle dit on a beaucoup de témoignages, mais pas de victimes. Enfin, ces otages elles-mêmes qui ont été libérées. Je ne peux que vous dire... Elles ont été vues par des médecins. Enfin, c'est non, difficile il n'y a pas eu de vérification. Tous les otages ont été vus par des médecins en retour. Oui, d'accord, mais il n'y a pas eu de constat forensique de viol. Et c'est là qu'est le problème. Vous comprenez? Quand on regarde, et ça, de nouveau, c'est le Times of Israel. Vous pouvez regarder dans mon livre, tout est référencé. Et c'est là où moi j'ai des questions. Vous comprenez? Moi, je n'étais pas sur place, je ne sais pas. Mais ce que je constate, ce que dit la police israélienne, va à l'encontre de ce que disent nos médias. Alors, quand on sait ce que racontent nos médias sur l'ensemble des conflits, désolé, pour moi, ils n'ont pas beaucoup de... Pour moi, le Times of Israel est plus crédible, dans la mesure, d'abord, c'est leur pays, c'est eux qui ont subi ça, donc c'est eux qui ont un travail... Vous avez Haaretz qui, dès le lendemain du 7 octobre, accusait Netanyahou. Donc, vous avez quand même des opinions assez diverses en Israël. Et c'est normal, et c'est bien, et c'est à leur honneur. Mais ça veut dire qu'on a des journalistes qui, manifestement, font un vrai travail journalistique, alors que chez nous, c'est un travail de propagandiste. Justement, alors pour revenir, je fais pour recentrer sur la question, est-ce que vous pensez que ce professionnalisme, à la fois des journalistes, des experts en Israël et des institutions, puisque Israël se targue d'être la seule démocratie de la région et qu'elle a des institutions qui fonctionnent, dans lesquelles le président peut finir en prison, est-ce que vous pensez que Netanyahou sera jugé pour ces... Mais je ne peux pas préjuger de ça. Je le pense. En tout cas, qu'il y aura une grande mise... Ça, je peux le présumer. Je parle du début, je ne parle pas de ce qu'il fait après. Je parle de c'est sous sa supervision que se fait le 7 octobre. Oui, d'un autre côté, les pannes du 7 octobre, les pannes israéliennes, moi j'ai tendance à les comprendre d'une certaine manière. Parce qu'il est toujours plus facile quand on est loin, quelques jours plus tard, de se dire « Ah ouais, mais vous pouvez le voir, tout était facile à voir, etc. » C'est plus compliqué quand on est dans la réalité. Et je peux comprendre qu'on soit pris dans une situation qu'on n'avait pas prévue, et du coup, le commandement est un peu désarçonné d'une certaine manière, les ordres sont un peu désordonnés. On est dans une société israélienne, une société qui est, d'une certaine manière, au niveau de sa structure, pas très éloignée de ce qu'on a en Suisse, c'est-à-dire des structures, on a des pyramides très plates. En France, on a des pyramides toujours très pointues. Mais, et ça a la différence aussi, par exemple, de la Suisse, justement. La pyramide de la société est très plate. Et donc, et particulièrement dans l'armée, où vous avez des gens, des conscrits, etc. Donc, vous pouvez avoir des ordres et des contre-ordres qui peuvent se passer beaucoup plus facilement, particulièrement dans une situation où on n'est pas dans une situation très claire. Donc, moi, je peux très bien comprendre que ces pannes aient existé. Et d'ailleurs, l'armée israélienne n'a pas fait mystère de ça. Elle enquête là-dessus et elle enquête de manière transparente. Donc moi, je pense qu'il y aura certainement, au niveau militaire, il y aura une enquête, ce ne sera probablement pas rendu public pour différentes raisons, que d'ailleurs je peux parfaitement concevoir. Mais il y aura sans doute quelque chose. Au niveau civil, je pense que Netanyahou, pour différentes raisons, sera lui aussi... Mais je ne pense pas qu'il sera nécessairement tenu responsable pour le 7 octobre. Enfin, peut-être certains vont le faire, je ne peux pas préjuger. Mais je pense que je pense que la société israélienne va aussi... Parce qu'Israël est en train aujourd'hui, malgré tout, de subir le contre-coup des effets de sa stratégie. C'est-à-dire que les institutions internationales, la Cour internationale de justice, même la Cour pénale internationale que vous avez évoquée, qui a émis un mandat d'arrêt. Alors, elle n'a pas encore émis le mandat d'arrêt, elle a fait une requête pour un mandat d'arrêt. L'opinion publique dans beaucoup de pays. Mais de fait est que, du coup, l'image d'Israël, on a très largement souffert dans l'ensemble de la planète.
Et la société israélienne pourrait en tenir Netanyahou comptable, parce qu'en réalité, pourquoi Israël est mal vu aujourd'hui? C'est à cause de la stratégie utilisée. Ce n'est pas parce qu'Israël se défend contre le Hamas, une attaque, etc. Quelle que soit la situation, on comprend, on ne va pas se laisser faire quand quelqu'un vous attaque. Même si c'est une organisation de résistance, vous allez quand même réagir. Ce n'est pas parce que c'est une organisation de résistance que vous n'avez rien à faire. Donc il est logique que les Israéliens réagissent à ça. Le problème n'est pas tellement qu'ils réagissent, la question c'est comment ils réagissent. C'est la disproportion, c'est l'usage inapproprié de certaines armes. C'est ça qui est le problème dans cette affaire. Et c'est peut-être le manque de stratégie au sens où qu'est-ce qu'on veut atteindre? Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? L'assassinat ciblé? Par exemple, des forces spéciales, des Ils l'ont choses fait, comme ça. mais ils ont Ouais, ils ne peut-être le pas font plus réussi. tellement. Ils le font en Cisjordanie, ils ne le font pas à Gaza. Ils Parce le que font en Gaza, Iran, ils le font à Téhéran, ils le font à oui, mais Dariyeh Téhéran, contre le Hezbollah. c'est un peu différent. Gaza, c'est une société, c'est le contre-coup d'avoir fait de Gaza un sorte de prison à ciel ouvert, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a complètement fait une société close dans laquelle il est très difficile tout d'un coup de s'infiltrer et de s'implanter. Voilà. La Cisjordanie, ce n'est pas exactement ça. C'est une société qui est sous occupation, mais où vous avez interpénétration de la société palestinienne et de la société ou des militaires israéliens. Et par conséquent, il est relativement facile de mener des opérations spéciales dans un terrain comme ça. À Gaza, à partir du moment où vous avez tout enfermé, vous avez mis les Gazaouis entre eux, vous n'avez plus cette possibilité. Et alors quand vous avez les otages, en plus, dans les tunnels, l'état-major du Hamas, les brigades Al-Qassam qui sont réunies à Gaza, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes obligé d'y aller. Alors, le vrai problème, en réalité, c'est pas tellement de savoir ce que vous devez faire. D'autant que ce n'est pas la première incursion de Tsahal dans Gaza. Il y en a, Non, on est d'accord. c'était tellement régulier qu'il y avait comment les Israéliens disaient, appelaient ça tondre la pelouse. Tondre la pelouse, exactement. Et ceci explique d'ailleurs pourquoi, effectivement, les Gazaouis pouvaient, à un moment, le vase déborde. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre, en réalité. Et c'est là qu'est le problème. Ce n'est pas tellement comment on a réagi le 8 octobre, le vrai problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on a fait pour qu'on en arrive au 7 octobre. N'est-ce pas? Le terrorisme, la lutte contre l'insurrection, la lutte ne commence pas au moment où il y a l'attentat. La lutte commence 6 mois, 1 année, 3 ans avant que ça se passe. C'est dans la politique que vous appliquez. Quand vous appliquez une politique qui est de nature à ce qu'à un moment donné, le vase déborde, eh bien, le vase déborde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est toute la stratégie qui est en place. Pourquoi on parle volontiers de ces otages que détiennent les Palestiniens. Pas seulement le Hamas, d'ailleurs. Hein, non, les autres en ont aussi. Hein. D'autres en ont également. Et sauf erreur, ceux qui avaient été libérés il y a quelques semaines par des commandos, en faisant d'ailleurs 277 morts pour libérer. Donc on n'est pas dans des opérations chirurgicales. Ils en ont libéré 4, qui d'ailleurs se comportaient très bien. Ils en ont tué 3 et libéré 4, les Israéliens. Et ils étaient détenus par le djihad islamique palestinien, si on est bonne. Je pourrais me tromper, mais il me semble que c'est ça. Toujours est-il que... Si je m'en réfère à novembre dernier, au moment des libérations, vous aviez d'ailleurs une différence d'uniforme assez singulière, les gens du Hamas en vert et le djihad islamique en noir, voilà, intégralement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc ils étaient partie prenante. Ils ont été libérés. D'ailleurs, on a pu remarquer à ce moment-là que la coordination entre mouvements palestiniens fonctionnait parfaitement, puisque les otages ont été amenés à l'heure dite, aux endroits dits, par des mouvements différents, à des endroits différents, ce qui montre que la structure de conduite des Palestiniens, et pas seulement du Hamas, des Palestiniens, fonctionne parfaitement. Mais bref, le problème est qu'on parle de ces otages-là, et c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, les gens qui sont détenus sans charge, les enfants qui sont détenus sans charge par les Israéliens, sont aussi des otages, répondent exactement à la même définition d'otage.
Quand vous arrêtez quelqu'un parce qu'il a commis un vol, un meurtre, ou que sais-je, il y a une charge, vous l'incarcérez. C'est un prisonnier, voilà. Mais quand vous arrêtez quelqu'un sans charge pour faire pression sur sa famille, pour dire ah ben comme ça vous ne soutiendrez pas vous êtes dans la prise d'otage. Et c'est là, vous comprenez. Alors quand il y a des négociations comme ça, et c'est pour ça que je vous dis le 7 octobre, il aurait pu être anticipé finalement bien plus tôt, enfin pas l'événement lui-même, mais on aurait pu prendre des mesures qui auraient fait que le vase ne déborde pas, si vous voulez. Mais ça n'est pas la stratégie des Israéliens. Ils veulent que, d'une manière ou d'une autre, le vase déborde. Et c'est la base de toute stratégie contre le terrorisme. C'est valable pour la France, d'ailleurs. C'est valable exactement la même chose. Tous les attentats qui ont eu lieu, on ne pouvait pas en prévoir la date, l'heure et le lieu, mais on pouvait savoir qu'ils allaient venir. Parce qu'ils résultent tous ils sont tous une réponse à quelque chose. Et on sait exactement à quoi. Par conséquent, il était possible de prévenir ça. Jacques Beau, on est obligé de s'arrêter là. On est d'ailleurs débordé largement, mais c'était passionnant. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur ces deux conflits. Je pensais faire seulement une question sur Gaza, mais je me doutais que ça déborderait un petit peu. J'espère que cet entretien très long, mais qu'on va vous passer également en intégralité dès cette semaine, vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.